va commencer ce dernier apéro labo. C'est une discussion entre Christian Côté et Jean-Louis Mandel que nous allons débuter. Alors, donc je vous disais, moi je m'appelle Elia Foucard, je travaille au sein du service du pôle communication au service de presse de la FM Téléthon. Donc je vais être votre modératrice aujourd'hui pour ce dernier apéro labo. En fait, donc on va, comme je vous le disais, laisser d'abord la parole à Monsieur Mandel et puis Christian Côté, lui, interviendra dans un second temps et on aura une dizaine de minutes, un quart d'heure pour échanger en fin de conférence. Voilà, en fin de ce format qu'on appelle apéro labo. Alors, juste pour un rappel rapide, je pense que vous connaissez déjà la FM Téléthon, mais pour petit rappel, nous sommes donc une association de malades et de parents de malades. Le combat de la FM Téléthon, c'est de mettre au point des médicaments innovants et d'aider les personnes atteintes de maladies neuromusculaires à vivre le mieux possible. Voilà. Notre association développe une stratégie d'intérêt général et finance la recherche sur des centaines de pathologies différentes, comme les maladies de l'œil, du foie, du sang, de la peau, du muscle évidemment, et des déficits immunitaires. Alors vous qui êtes présents à cet apéro labo, vous êtes peut-être donateur ou adhérent, bénévole. Vous avez eu, en tout cas, vent de cet apéro labo. Nous voulions vous remercier pour votre présence. Et nous voulions vous dire que les premières victoires arrivent, que des centaines de malades sont traités aujourd'hui dans le monde grâce au travail des chercheurs qui sont financés par le Téléthon. Donc c'est une super nouvelle, mais il y a quand même encore malheureusement des milliers d'autres familles qui attendent encore un traitement. Il y a encore beaucoup de travail. Le temps de la recherche est long, mais grâce à vous, grâce au don du Téléthon, elle avance à grands pas. Et nous voulions partager en fait toutes ces avancées tout au long de cette semaine et nous concluons cette semaine par donc cet apéro au labo sur la thématique du dépistage, du dépistage à la naissance, Voilà, donc je pense qu'on va je vais laisser la parole à Monsieur Mandel. Donc en fait, c'est un rendez-vous qui dure à peu près 1 heure. Donc là, on est à 40 minutes, mais on va pouvoir un peu déborder si jamais vous avez vraiment, vous êtes vraiment, vous avez plein de questions. Donc je vous redonne la parole à vous participants vers 11h, midi et quart, midi 20. Voilà, à tout à l'heure. Et moi, je coupe mon micro. À vous, Jean-Louis. Voilà, bonjour. Donc, je suis Jean-Louis Mandel, je suis généticien et j'ai été très impliqué pendant de nombreuses années avec la FM. Et donc, je vais vous parler d'un sujet qui, en principe, n'est pas vraiment de la recherche, mais c'est qu'est-ce qu'on fait une fois que la recherche sur un gène a été faite, qu'il y a éventuellement une thérapeutique efficace, eh bien comment l'applique-t-on? Et donc je vais vous parler d'un aspect particulier pour certaines maladies, celui du dépistage à la naissance, donc dépistage néonatal, et je vais vous parler de la situation française où une première maladie a été dépistée en 1972. Donc ceux qui nous écoutent ou qui nous regardent et qui ont moins de 48 ans ont été dépistés pour au moins une maladie ou peut-être jusqu'à 5 maladies. Donc un bon départ en 1972, mais notre pays s'est un peu essoufflé là-dedans et quasiment rien de neuf depuis 2012. Et on a un très important retard par rapport aux autres pays avec un système de santé de haut niveau. Donc, il faut rattraper. Et puis surtout, se présente, et c'est ce dont va parler Christian Côté aussi, ou surtout, c'est que se présentent de nouvelles maladies pour lesquelles il faudra faire des tests différents, des tests directement au niveau de l'ADN, donc des tests génétiques.
Voilà. Alors, quelle est l'idée du dépistage à la naissance? C'est de repérer chez tous les nouveau-nés dans le pays les enfants qui n'ont pas encore de symptômes, les nouveau-nés donc, mais qui sont en fait porteurs d'une maladie rare, mais pas n'importe quelle maladie rare, pas toutes les maladies rares, mais des maladies rares qui répondent aux critères médicaux suivants. D'abord, il faut que ce soit des maladies graves, parce qu'il y a un coût, donc on veut travailler sur des maladies d'une particulière gravité, mais surtout des maladies pour lesquelles il existe un traitement efficace ou un protocole de soins, c'est-à-dire comment prendre en charge médicalement cette maladie pour limiter ou empêcher la survenue de gros problèmes, mais un traitement efficace sous protocole de soins validé qui nécessite une intervention précoce. Hein. Ça veut dire, non, pas encore, voilà. Donc, ensuite, il faut un test fiable. Qu'est-ce que ça veut dire un test fiable? C'est qu'il n'y a pas de faux positif, c'est-à-dire on dit, tiens, quelqu'un a la maladie alors qu'il ne l'a pas, ou de faux négatif, c'est si on manque quelqu'un qui a la maladie mais qu'on ne la trouve pas. Donc, un test fiable, et puis aussi, évidemment, des tests, des critères médico-économiques, parce que c'est un test qu'on va faire sur 800 000 nouveau-nés par an en France. Donc, imaginons que si on voulait rajouter une maladie extrêmement rare et que le coût du test est de 10 euros, ça fait 8 millions d'euros. Et si c'est pour détecter un malade chaque année, ça ferait 8 millions d'euros pour détecter un malade. Donc ça, c'est pas possible. Donc, il y a des critères médico-économiques. Et puis, un critère majeur, c'est que ce dépistage doit être réalisé dans l'intérêt supérieur du patient. Ce n'est pas pour faire de la recherche, encore qu'on puisse faire de la recherche avec le dépistage, mais c'est parce que ça va être utile au patient pour éviter la maladie, ou en tout cas qu'elle devienne trop sévère. La prochaine. Ah, c'est moi qui... voilà. Donc, ça a commencé en 1972 en France, un petit peu avant, notamment aux États-Unis, pour une maladie qui a un nom un peu barbare, la phénylcétonurie, qui est une maladie génétique qui a un gène principal. C'est une maladie rare, mais pas si rare que ça. 1 sur 12 000 environ. Ça veut dire que chaque année, en France, il y a à peu près 65 à 70 enfants qui naissent avec la phénylcétonurie. Et cette maladie entraînait, et je parle au passé, une déficience intellectuelle extrêmement sévère. Alors pourquoi je parle au passé? Parce que le dépistage néonatal, qui a commencé donc chez nous en 1972, permet à ces enfants qui deviennent adultes d'avoir une vie tout à fait normale, à la condition de suivre quand même un traitement diététique qui est assez lourd, mais qui les rend tout à fait aptes à participer complètement à la vie sociale. Donc c'est un déficit biochimique qui avait été identifié bien avant qu'on puisse séquencer des gènes, vers les années 50. Il y a un acide aminé, la phénylalanine, qui est à des taux trop élevés et qui est très toxique pour le développement du cerveau. Et ça a donné l'idée qu'il fallait restreindre l'apport alimentaire en phénylalanine. Sauf que la phénylalanine, c'est présent dans toutes les protéines, c'est-à-dire dans les protéines animales, mais même aussi dans les protéines végétales. Ça demande donc une alimentation un peu particulière où on ôte les protéines normales de l'alimentation et on met un mélange d'acides aminés qui n'a pas trop de phénylalanine. Donc, M. Robert Guth, microbiologiste, a imaginé un test qui coûtait pas très cher, même pas du tout cher, pour dépister les malades, parce qu'on s'était aperçu que ce traitement diététique, il ne fonctionnait que si on commençait, disons, dans les 2 ou 3 semaines après la naissance et pas plus tard. Donc, initié dans plusieurs pays, ça marche très bien. Il y a des tas d'enfants qui progressent, qui ont un développement intellectuel normal. Et puis, dans les années 80, on se retrouve avec une bombe à retardement.
on s'aperçoit que les femmes qui étaient phénylcétonuriques et qui ont été traitées, et donc qui se développent tout à fait normalement, quand elles attendent un enfant, eh bien, la phénylalanine trop élevée devient très toxique pour le fœtus, bien que celui-ci ne soit pas atteint lui-même par la maladie génétique. Et donc, pour ces fœtus, il y a, en plus de la déficience intellectuelle, il va y avoir des problèmes cardiaques, etc. Donc, très, très grave. Heureusement, cette bombe a pu être déminée parce qu'on a pu rappeler les femmes traitées et mettre en place un protocole diététique beaucoup plus strict avant et pendant la grossesse. Si j'ai mis beaucoup de temps à parler de ça, c'est parce que la conclusion, c'est qu'il ne suffit pas de mettre en œuvre un dépistage à la naissance. Il faut suivre systématiquement l'évolution des enfants et des adultes traités, vérifier l'efficacité du traitement et de la prise en charge et voir s'il n'y a pas des choses qu'on n'avait pas prévues qui se développent plus tardivement. Donc, il faut continuer à faire de la recherche une fois qu'on a mis en place un dépistage. La prochaine, voilà. Alors, le problème, ah non, il y en a une avant, hein, pardon, là, voilà. Alors, 72, la phénylcétonurie. En 1978, c'est une maladie qui touche le développement de la thyroïde, une hypothyroïdie congénitale, qui est en fait très rarement une maladie génétique. C'est des anomalies du développement de la thyroïde. Ça entraîne là aussi une déficience intellectuelle et une très petite taille. Et eh bien, le traitement, il est très simple, c'est de donner de l'hormone thyroïdienne. Et ça fonctionne bien, et donc les nouveau-nés dépistés doivent prendre à vie ce traitement, mais sont autrement complètement normaux. 1985, une maladie du sang, de l'hémoglobine, la drépanocytose, qui est particulièrement fréquente dans les populations d'origine africaine. Donc au départ, ça s'est fait dans les départements territoires d'outre-mer, puis en France métropolitaine, mais pour le moment, un dépistage ciblé aux enfants qui viennent de familles originaires depuis longtemps, c'est des départements français, mais d'une origine africaine. Donc ça, c'est une maladie génétique aussi, un seul gène, une seule mutation. Ensuite, hyperplasie congénitale des surrénales, ce qui peut donner une urgence assez tôt après la naissance, une déshydratation, voilà, de nouveau, ça peut être traité. Et puis la mucoviscidose, maladie génétique, un seul gène. Alors là, en fait, le traitement, il ne doit pas être commencé à la naissance. Mais ce qui se passait, c'est qu'en France et dans beaucoup d'autres pays, le diagnostic de la mucoviscidose était trop tardif et que souvent, devant un enfant qui faisait beaucoup d'infections pulmonaires, le diagnostic n'était pas fait et donc la prise en charge n'était pas faite correctement. Donc, il a été décidé en 2002, en France, de faire le dépistage systématique de la mucoviscidose. Donc tout ça, c'est des tests biochimiques. En 2012, on ajoute la surdité profonde congénitale, qui est le plus souvent génétique, mais avec beaucoup de gènes. Mais ça, ce n'est pas un test de laboratoire, c'est un test qui se fait sur l'enfant, un test clinique physiologique, pour détecter les surdités profondes et appareiller l'enfant le plus tôt possible, si ça sera utile. Donc, de nombreux enfants testés et plus de 23 000 enfants malades qui ont été repérés, donc qui ont pu être traités en France. Le coût, c'est 8,6 millions d'euros par an, ce programme, c'est-à-dire 11 euros par nouveau-né. Alors, le problème, c'est qu'en France, on est bien parti, en 1972, on a rajouté petit à petit des maladies, et puis on est arrivé à 5, donc en 2002. Pour en tout cas les tests de laboratoire. Et depuis 2002, ça n'a pas bougé. Et regardez, en 2012, par exemple, en Autriche, ils faisaient 28 maladies, en Portugal, ils en faisaient 20,
En Allemagne, ils en faisaient 15. Et nous, on était là assez loin parmi les pays européens à n'en faire que 5. Ça, c'était en 2012. En 2020, on en est encore à 5. En 2018 ici. C'est l'Alliance Maladies Rares qui a donné ce tableau. Au Royaume-Uni, ils étaient plus hauts, ils sont passés de 7 à 9. L'Allemagne est passée de 15 à 22. La Suède, de 5 à 24. Donc là, on est vraiment les derniers de la classe, ce qui n'est pas très bien. Alors pourquoi? Alors j'emprunte cette diapositive au professeur Frédéric Huet, qui est un spécialiste du dépistage néonatal et qui explique ça, parce que vous connaissez très bien, et je dirais entre nous, que les problèmes de la gestion du Covid en France, c'est un peu lié aussi à ça, c'est qu'on a plein d'intervenants institutionnels, l'Agence de biomédecine, la Haute Autorité de Santé, la DGOS, l'Institut national de veille sanitaire, la Direction générale de la santé, et puis on a les problèmes éthiques avec le comité consultatif national d'éthique. On a donné la mission de développer le dépistage pour des raisons qu'on ne savait pas comment faire ça payé par des hôpitaux, dans une association, la FDPHE, qui a des... Voilà. Et puis, comme il faut payer quand même, il y a la CNAMS, donc l'assurance maladie, avec son conseil scientifique, ses services financiers. Donc, très compliqué. Et le résultat, c'est que ça ne bougeait pas. Alors, je me suis rendu compte que ça ne bougeait pas. À partir de 2018, ça a été un peu... Ah ben ça a été un peu changé. Enfin, ça ne fait rien. Un peu simplifié, mais quand même, vous voyez qu'il y a un comité national de pilotage, un seul comité, mais avec la DGOS, la DGS, la CNAMS, l'Agence de biomédecine, la NSM, la NSP, la HAS, le CRDN, les ARS, etc., etc., etc. Bon, je ne sais pas comment ça fonctionne, ce comité national, mais enfin, on suppose que ça fonctionnait, et un centre de coordination du dépistage, et puis la Haute Autorité de Santé qui fait la veille bibliographique et les recommandations sur les dépistages à mettre en œuvre et les documents d'information, etc. Donc, apparemment, d'après Frédéric Huet, ça marche mieux, c'est plus fluide, mais enfin, ça reste, je pense, assez compliqué. Alors, je vais donner ce que pour moi est un véritable scandale, un scandale sanitaire, et je dois dire que je savais qu'on avait un énorme retard pour cette maladie qui s'appelle la déficience en M4, qui est une maladie métabolique dont le traitement, qui évite la mort ou des dégâts neurologiques irréversibles chez des enfants, des précautions simples, eh bien, je savais qu'on ne le faisait pas en France, que ça traînait. Et puis récemment, j'ai entendu parler d'une famille où les résultats de ce non-dépistage ont été absolument catastrophiques, avec 2 enfants morts à l'âge de 4 ans. Et là, je me suis dit que vraiment, il fallait dire que c'était un scandale. Alors, l'AHAS a fait un rapport en juin 2011, recommandation pour l'extension du dépistage néonatal au déficit en MCAD. Parce que c'est une maladie qui n'est pas rare, elle a à peu près la même fréquence que la phénylcétonurie, parce qu'en l'absence de dépistage, 2 tiers à 3 quarts des patients développent une crise métabolique qui entraînera le décès dans 20% des cas et des séquelles neurologiques dans 10% des cas. Alors, la fréquence n'est pas connue en France avec précision. Donc, on a les données des pays européens qui font le dépistage. Et on sait que le dépistage, d'après les données étrangères, est efficace et entraîne une baisse par un facteur de 4 de la mortalité. Ça veut dire que ce rapport officiel de la Haute Autorité de Santé dit que ce dépistage, s'il est mis en place, éviterait 5 décès d'enfants par an de moins de 5 ans
et éviterait le développement de séquelles neurologiques chez 2 autres enfants. Voilà. Donc, ça fait environ 7 enfants par an dont les problèmes pourraient être évités si on faisait le dépistage. Ça veut dire, parce qu'on n'y est toujours pas, en principe maintenant ça doit démarrer en décembre 2020, mais on n'y est toujours pas, ça veut dire qu'il y a 70 enfants qui sont nés dans les 10 dernières années et qui auraient pu bénéficier de ce dépistage. Alors, qu'en est-il à l'étranger? Eh bien, la technique pour faire ce dépistage, dont on nous dit qu'elle est innovante, elle a été développée en 1997, et à partir de 1999, ça se faisait aux États-Unis, ça se faisait en Allemagne, à partir de 2006 au Canada, etc., etc. Il y avait en 2011, au moment où ils faisaient leur rapport, en se disant « Ah oui, ça serait quand même bien de commencer », il y avait 132 articles, aucun d'origine française, sur l'utilité de ce dépistage, sur les moyens de le faire et son utilité. Le premier article français, ça a été une étude médico-économique qui concluait, oui, effectivement, c'est intéressant à faire du point de vue médico-économique. Bien, la première étude française. Alors, où est-ce que je trouve? Voilà, ici. Alors, donc, la HAS fait une recommandation et elle dit « Ces recommandations s'inscrivent dans le cadre du premier plan national maladies rares. Elles sont destinées aux décideurs publics et aussi évidemment aux médecins de terrain, mais en premier aux décideurs publics. Parce que c'est une maladie qui peut entraîner rapidement le coma ou la mort. Et comment l'éviter? En fait, c'est une maladie qui entraîne un déficit en glucose si l'enfant a de la fièvre, s'il a jeûné pendant un peu trop longtemps, c'est-à-dire pendant 12 heures, par exemple, ça suffit. Et ça peut entraîner une hypoglycémie qui peut être mortelle chez un enfant qui allait tout à fait bien. Et qu'est-ce qu'on fait? C'est qu'on prévient simplement les parents qu'il faut toujours avoir sous la main du glucose qu'on peut lui donner, qu'il faut éviter qu'il soit trop longtemps sans manger, surtout quand il a de la fièvre. Donc faire très attention et faire un traitement préventif sous forme de, effectivement, ces apports en glucose. Si l'enfant a une grippe ou une autre fièvre due à une infection. Donc, ce n'est pas bien difficile et ça évite des morts ou des dégâts neurologiques. Recommandation de la HAS en 2011, un arrêté ministériel disant qu'il faut le faire en 2012. Ensuite, eh ben, ça a été très long pour savoir comment est-ce qu'on allait mettre en place ce qui est déjà en place, ce qui était en place depuis 10 ans dans d'autres pays. Et ça devait être mis en place en mars, et finalement, maintenant, c'est prévu en décembre. Donc, comme je vous l'ai dit, voilà, il y a environ 70 enfants qui auraient pu bénéficier si on l'avait mis en place en 2011, et je dirais plus de 150 si on avait fait comme aux USA ou en Allemagne, de le mettre en place à partir de 2000 ou 2002. Bien. Monsieur Mandel, il vous reste 5 minutes. Hein. D'accord, voilà. Alors maintenant, donc il faut bouger. Il faut ajouter, parce que dans les autres pays, il y a ces tests biochimiques qui se font avec une technique qui s'appelle la spectrométrie de masse, mais qui a été mise en place en l'an 2000 dans plein de pays. Donc, ce n'est pas une technique super extraordinaire. Mais ces tests biochimiques ne s'appliquent pas à toutes les maladies parce qu'il y a des maladies pour lesquelles on ne peut pas faire ce test biochimique. Et notamment, c'est l'amyotrophie spinale. Il n'y a pas de test biochimique. Donc, on est obligé de faire un test génétique directement sur l'ADN. Mais on a un problème spécifiquement français. Les tests génétiques sont très encadrés et nos politiques ont peur de la génétique. Et notamment, une certaine ministre AB, qui était ministre jusqu'en février, était absolument opposée à un dépistage en population générale génétique, en disant devant le Sénat le 21 janvier 2020,
le généticien ne doit pas se substituer à la pitié grecque qu'on interroge pour connaître son avenir. Alors, voilà. Or, il faut dire une chose, qu'un test biochimique qui dépiste la phénylcétonurie, la drépanocytose ou la mucoviscidose, c'est l'équivalent d'un test génétique. Ce n'est que de la sémantique. Mais dès qu'on dit « Ah, c'est un test génétique sur l'ADN », tout d'un coup, nos politiques commencent à flipper. Alors, donc, heureusement, il y a eu un changement de ministre, il y a eu des interventions de l'AFM, et puis Christian Côté et moi avons écrit une tribune dans Le Monde avant que ça soit rediscuté au Parlement. Et grâce à ces interventions de l'AFM, cette tribune, etc., finalement, le nouveau ministre a accepté un amendement qui avait été antérieurement proposé et qui va permettre légalement de faire ce dépistage génétique pour des maladies génétiques et notamment pour l'amyotrophie spinale. Encore faut-il qu'il ne se passe pas 10 ans pour le mettre en place. Et, pardon. Alors, juste pour vous donner un exemple des lourdeurs françaises, pour le dépistage d'autres maladies métaboliques qui se font dans nombre de pays depuis 2010-2012, eh bien, il a fallu une commission avec tous ces gens-là qui ont collaboré et avec toutes ces agences, associations, etc., pour produire, je crois que c'est en février 2020, un rapport de 225 pages pour dire, eh ben oui, on pourrait en rajouter 7 maladies qui se font déjà dans, j'allais dire, tous les pays européens, aux États-Unis, etc., en Australie, depuis plus de 15 ans. Bon, c'est quand même un peu lourdingue. Ensuite, voilà, résultat, bon, il y a plein d'études en Allemagne, en Australie, etc. Mais, alors, ça, c'est autre source de retard, le principe de précaution poussé à l'extrême, et avec aussi la sécurité informatique, etc., éthique. C'est-à-dire qu'on se pose toujours, est-ce qu'il pourrait arriver quelque chose de pas bien, et donc il faut éviter, etc. Et finalement, on ne bouge pas. Résultat, on laisse les autres pays défricher le terrain et faire de grandes études qui permettent de juger de l'utilité, de la faisabilité. Par exemple, le dépistage de l'amyotrophie spinale, il y a des grandes études sur des centaines de milliers de nouveau-nés qui viennent d'Allemagne, d'Australie, de Belgique et des USA. Mais malgré les efforts de l'AFM pour pousser, mais à cause des problèmes légaux, ça n'a pas encore commencé en France. Voilà, alors, donc, le futur, c'est mettre en œuvre rapidement le dépistage biochimique de maladies métaboliques qui sont déjà faits ailleurs, des tests immunologiques pour des immunodéficiences, les fameux enfants bulles, c'est des choses qui se font par exemple depuis 2013 au Canada, un test oxymétrique, c'est un test physiologique pour les malformations cardiaques congénitales qu'on doit pouvoir opérer très rapidement. Ça aussi, c'est en place dans de nombreux pays, et mettre en œuvre rapidement, et c'est ce dont va vous parler Christian, le dépistage de l'amyotrophie spinale. Et puis, pour ne pas être toujours en retard sur les autres, il faut se préparer pour les tests génétiques, pour d'autres maladies qui vont disposer de thérapies innovantes, parce que ça va poser des problèmes techniques, des problèmes d'interprétation qui ne sont pas faciles. Donc, ça veut dire qu'il faut faire de la recherche pour se préparer pour le jour où il y a une thérapie qu'on doit mettre en place rapidement, eh bien, on sera prêt et on n'attendra pas 10 ans pour la mettre en place. Je vous remercie. Christian, c'est à vous. Bonjour, bonjour à tous, bonjour à toutes. Je suis ravi d'être avec vous ce matin. Il faudrait changer la diapositive. Donc, Jean-Louis a pris un exemple qui est un exemple très important, qui est le déficit en MCAD. Moi, je vais revenir sur l'amyotrophie spinale parce que c'est vraiment une maladie emblématique qui aujourd'hui permet bien de situer les enjeux du dépistage néonatal et puis on verra pour ensuite l'élargir à d'autres pathologies. Je ne vois pas défiler les slides, c'est normal ?
moi, j'ai toujours à l'écran la slide qui s'appelle Et le Oui, en futur. fait, Monsieur Mandel, il a pris la main et donc en fait, là, je n'y arrive plus. Ah, Jean-Louis voilà, c'est bon. Ça Procurant y est, de la main. ça y est, Voilà, je lui ai on enlevé dirait la main. que. Donc c'est bon. À vous. Donc nous y sommes, voilà. Donc je disais, pourquoi axer cette petite présentation sur l'amyotrophie spinale? Parce que maladie incurable il y a encore 5 ans, on va le dire comme cela. Aujourd'hui, c'est une maladie qui est une première parmi les maladies neuromusculaires à bénéficier de traitements très très innovants qui changent vraiment la vie, le destin des malades. Alors la diapositive suivante. Qu'est-ce que c'est donc que l'amyotrophie spinale? La diapositive n'est toujours pas là. Voilà. Donc l'amyotrophie spinale, donc c'est une maladie génétique. Elle est relativement fréquente parmi les maladies rares puisqu'elle concerne un bébé sur 7000 naissances. Elle est due à la mutation d'un gène qui s'appelle le gène SMN1, peu importe le détail génétique. Et beaucoup le savent, c'est une maladie donc, qui va entraîner une paralysie progressive. Alors pourquoi? Parce que lié à la mutation du gène SMN1, il y a une protéine qui n'est plus fabriquée, qui est anormale. Or, cette protéine, elle est indispensable à la survie de ce qu'on appelle le motoneurone, qui est la cellule dont le corps cellulaire se trouve dans la moelle épinière et qui sert de relais dans la transmission de l'influx nerveux depuis le cerveau vers les muscles périphériques. Quand un bébé naît avec une mutation homozygote de ce gène SMN1, la protéine n'est plus fabriquée et donc les motoneurones, indispensables aux différentes fonctions de mouvement, par exemple, dégénèrent et meurent, et ainsi s'installe une paralysie progressive, mais qui va atteindre aussi, par exemple, les muscles de la déglutition, les muscles de la respiration. Il existe différents types qui entraînent des gravités différentes, mais pour la forme la plus fréquente, elle concerne environ 60% de cette population. Ça veut dire qu'elle concerne environ 70 bébés à la naissance chaque année. Pour ceux-ci, ils ne survivent pas au-delà de 24 mois. Pour 95% d'entre eux, ils meurent la plupart du temps de détresse respiratoire parce que les muscles qui permettent de faire fonctionner les poumons ne sont plus activés par ce motoneurone. Alors, jusqu'à présent, c'était le destin de ces malades, mais depuis quelques années, il y a des traitements qui sont apparus. Je ne rentre pas dans des détails. Il y a un premier traitement qui s'appelle le nusinersen, qui est en place, lui, en France et qui est autorisé et remboursé par l'assurance maladie. C'est un traitement chronique qu'il faut prendre régulièrement. Il y a plus innovant une thérapie génique. Donc là, le premier traitement, le nusinersen et Spinraza, il intervient sur un gène modificateur qui vient modifier la gravité de la maladie. Le Zolgensma, donc la thérapie génique, il intervient directement sur la correction de la mutation causale, puisqu'il vient remplacer le gène SMN1 pour permettre de refabriquer cette protéine qui est absente. Et puis, donc, le Zolgensma, il a une autorisation de mise sur le marché. Il n'est pas encore autorisé en France, néanmoins, il est accessible par le biais de ce qu'on appelle les autorisations temporaires d'utilisation. Je vais y revenir. Et enfin, il y a un troisième traitement, l'Ivrisdi, qui lui est encore non autorisé, n'a pas encore d'autorisation de mise sur le marché en Europe, ça va venir, mais il est, comme le Zolgensma, déjà possible de l'utiliser en France par un système des autorisations temporaires d'utilisation. Donc, par rapport aux critères qu'évoquait Jean-Louis tout à l'heure, une maladie gravissime qui tue 60 à 70 bébés chaque année, on dispose aujourd'hui de thérapeutiques qui viennent changer, qui viennent modifier fortement le cours de la maladie. Et on dispose aussi
d'un test génétique fiable pour en faire le diagnostic, bien sûr, mais qui permettrait d'en faire le dépistage dès la naissance, c'est-à-dire avant que la maladie ne soit installée. La diapositive suivante, qui y a repris. Alors, c'est une vraie révolution, et notamment ce grand ensemble des thérapies géniques qui viennent modifier ce qu'on appelle la mutation génétique, qui est la cause de la maladie. Donc, vous allez voir, je laisse la petite vidéo qui devrait s'afficher. Je ne sais pas si vous la voyez. Pour l'instant, moi, j'ai un écran qui est noir. C'est Alors, normal, en fait, il met un petit peu de temps pour arriver. le PowerPoint est très lourd, donc la vidéo doit être D'accord. très lourde, je pense. Bon, Donc, j'espère qu'elle va finir par s'afficher. ça charge, elle va Voilà, j'espère que charger. J'ai ça va vérifié finir par hier s'afficher. et ça se. D'accord. Donc, quelques commentaires sur cette vidéo. Il s'agit d'un des premiers bébés, alors c'était aux États-Unis, qui a été traité par cette thérapie génique. En fait, J'ai lancé c'était... la vidéo, hein, Christian? Oui, je vois le chargement qui est en cours, mais je la commente. Comme ça chacun comprendra bien le contexte. Il s'agit d'un premier bébé, il s'appelle Émilie, elle s'appelle Émilie. Elle a bénéficié de ce traitement de thérapie génique dans les premières semaines de vie. Elle était atteinte de la forme la plus sévère, celle que j'ai évoquée, qui tue les bébés avant 24 mois pour la plus grande majorité d'entre eux. Et on voit ici, où j'espère qu'on va voir un bébé qui bouge sur le tapis, sur la moquette de sa maison. Normalement, on la voit s'activer, puis on la voit un petit peu plus tard, debout, une gamine qui doit avoir 3 ou 4 ans, et on voit que cette thérapie génique, dans des cas d'efficacité maximum, lorsque le traitement est appliqué dans sa meilleure fenêtre d'efficacité thérapeutique, est vraiment une thérapeutique révolutionnaire qui change la vie de ces enfants. Je ne sais pas ce que vous voyez, mais moi, je vois la vidéo est toujours figée. Non, non, la vidéo est bien passée. Et je l'ai remise d'ailleurs parce qu'en fait, quand vous avez dit on la voit, et ben voilà, je l'ai D'accord. repassée. Donc elle est passée 2 Voilà. fois, donc tout le monde l'a vue. Super. Donc, vous avez vu ce petit bébé qui, s'il n'avait pas été traité, malheureusement, serait très probablement décédé aujourd'hui. Et en fait, s'il a pu être traité alors qu'on était encore en phase d'un traitement expérimental, il était encore en essai, s'il a pu être traité, c'est parce que ce bébé est né dans une famille où la maladie avait déjà été détectée, puisque le jeune couple américain avait eu une première petite fille qui a également atteinte de la myotrophie spinale, donc de cette forme sévère de type 1, et qui était décédée au bout de quelques semaines de vie. Donc, parce que cette famille était repérée comme une famille à risque, ça a permis tout de suite de dépister si le deuxième enfant était porteur de la mutation. Et comme il était porteur de la mutation, il a pu être intégré, inclus dans cet essai de thérapie génique. On était encore à ce moment-là dans une phase expérimentale. Et sans rentrer dans le détail, pour ceux qui ne le savent pas, il faut dire que le traitement... Non, on va rester sur la précédente une seconde, Elia. Que le traitement dont on parle ici, ce traitement de thérapie génique, a été mis au point, et les premières phases de développement de ce traitement a été fait par le laboratoire Généton, donc le laboratoire de l'AFM Téléthon, qui a permis cette avancée thérapeutique spectaculaire. Donc ça c'était aux États-Unis. Ce traitement aujourd'hui, il est disponible en France, même s'il n'est pas encore autorisé et remboursé par le système de santé, donc sous forme de ce qu'on appelle des ATU temporaires d'utilisation. Et la photo que vous avez, c'est Hyacinthe, c'est le deuxième bébé en France qui a pu être traité. Et il y a aujourd'hui une vingtaine de bébés, depuis 1 an à peu près, qui ont pu être traités en France par cette thérapie génique grâce au système des ATU. Le suivant.
suivante. Alors, vous comprenez bien que, et ça, tous les résultats cliniques le démontrent, si on attend que le diagnostic soit posé, c'est-à-dire si on attend que les parents, que le médecin ait fait le parcours diagnostique, parce que le bébé extériorise des symptômes, ça veut dire qu'on va diagnostiquer la maladie qui sera déclarée et on va traiter au moment où les premiers dégâts de la maladie seront déjà produits. Donc, la mort de certains motoneurones aura déjà eu lieu. C'est la raison pour laquelle, et c'est une évidence, et les résultats cliniques, ici on a vu cette vidéo de ce bébé traité par le Zolgensma, mais c'est vrai aussi avec les autres traitements, et tous les résultats cliniques démontrent que plus on traite tôt, plus c'est efficace. Et la meilleure efficacité, elle est obtenue si on traite avant l'apparition des symptômes. Il faut donc dépister ces bébés à la naissance. Et l'AFM Téléthon, en lien avec les cliniciens, les généticiens français, a en cours un projet de mettre en place ce dépistage de l'amyotrophie spinale. Alors, vous avez à l'écran un schéma qui est un petit peu compliqué, mais c'est l'application de ce que nous disait tout à l'heure Jean-Louis, c'est-à-dire que dans chacune des maternités, donc une goutte de sang est prélevée au bébé à 3 jours de vie. Aujourd'hui, cette goutte de sang, elle est envoyée dans un laboratoire de biochimie pour dépister les 5 maladies qui ont été évoquées par Jean-Louis. Demain, il faudra que l'échantillon de buvard qui porte la goutte de sang, une partie de cet échantillon, soit envoyée dans un laboratoire de moléculaire, donc dans le laboratoire de génétique moléculaire régional, pour pouvoir dépister génétiquement la maladie. Dans les cas où c'est positif, il faudra évidemment que les cliniciens convoquent la famille pour expliquer la situation. Il faudra faire une confirmation de diagnostic, cette fois-ci par un laboratoire de référence qui fait des tests plus approfondis sur le diagnostic de l'amyotrophie spinale, et ensuite décider de la meilleure option thérapeutique pour le bébé ainsi dépisté, puisque, je vous l'ai dit, il y a 3 options thérapeutiques aujourd'hui. On peut passer à la suivante. Et en fait, vous voyez, le schéma, voilà, il est relativement simple. On dépiste, grâce à ce test génétique à la naissance, les 800 000 bébés qui naissent chaque année en France. Pour l'immense majorité d'entre eux, le test de dépistage sera négatif, et c'est très bien. Pour malheureusement environ 100 à 120 bébés en France, le test sera positif, c'est-à-dire on aura dépisté la double mutation, la mutation homozygote du gène SMN1 chez le bébé. Donc les parents seront convoqués avec cliniciens, psychologues pour leur expliquer la situation. Il sera donc procédé à un nouveau prélèvement d'un échantillon biologique pour une confirmation de diagnostic cette fois-ci. Et ensuite, il y aura ce qu'on appelle une RCP, une réunion de consultation pluridisciplinaire qui rassemblera les experts cliniciens de la maladie pour discuter de la meilleure proposition de traitement parmi les différents traitements qui sont aujourd'hui accessibles. La diapositive suivante, donc conclusion sur l'amyotrophie spinale. Chaque année en France, il y a 120 bébés atteints de la forme qui naissent atteints de l'amyotrophie spinale. 70% d'entre eux sont atteints de la forme la plus grave et qui, hier, les tuaient avant l'âge de 24 ans. Donc, l'alternative est simple. En l'absence de dépistage, il faut attendre que la maladie soit déclarée après un parcours diagnostique qui va être plus ou moins long. Vous savez combien l'errance diagnostique reste une problématique majeure pour les maladies rares. Et ils seront donc traités plus tard, au moment où la maladie aura provoqué des dégâts. Si on les dépistait à la naissance, ils seraient traités à quelques semaines avant que la maladie ne soit apparue. Dans les 2 cas, ils vont être traités, bien sûr,
et le coût du traitement restera identique, c'est le même traitement. Mais dans le premier cas, la maladie fera des dégâts irréversibles, il y aura des séquelles majeures et certains bébés traités trop tard vont quand même décéder. Dans le deuxième cas, si on les traite préventivement, en effet, ça sera un changement complet de leur vie. Ça ne sera pas forcément la guérison, mais en tout cas, ils seront bien améliorés et leur destin sera complètement changé. La suivante. Donc, il y a une révolution thérapeutique qui est en cours, mais cette révolution thérapeutique, par exemple avec l'apparition de la thérapie génique, mais elle appelle un profond changement dans les approches de santé publique. On l'a vu, la myotrophie spinale, elle remplit toutes les conditions pour passer en dépistage génétique, mais dans 3 ans, les autorités de santé annoncent plus de 40 médicaments de thérapie génique qui seront mis à disposition. On est donc au début d'une révolution médicale. Il est très probable que le dépistage génétique finira par s'imposer. C'est le sens de l'histoire, mais il faut l'accélérer parce que tant qu'on ne le met pas en place pour les maladies pour lesquelles on peut faire quelque chose, on a vu les catastrophes qui se passent lorsqu'on ne met pas en place le dépistage du déficit en MCAD. On vient de voir ce qui se passe pour la myotrophie spinale aujourd'hui si on ne la dépiste pas. C'est des souffrances majeures, c'est des séquelles importantes, c'est des décès prématurés. La dernière diapositive. Et donc, l'AFM Téléthon, mais avec beaucoup d'experts qui sont en phase avec nous, se bat pour une politique de santé publique de dépistage qui ne doit pas arriver tard, mais qui doit accompagner, j'ai presque envie de dire, précéder le progrès thérapeutique pour qu'au moment où une nouvelle thérapeutique d'utilisation précoce est mise à disposition, on soit en capacité de dépister la maladie. Il n'y a pas que la myotrophie spinale, et puisque de nombreuses maladies rares, mortelles, accèdent à des thérapeutiques. Donc, il faut absolument se battre pour la généralisation du dépistage néonatal pour l'ensemble des maladies graves qui sont concernées par les traitements précoces. Les outils, c'est car parfois la génétique, comme pour la myotrophie spinale, c'est parfois des outils plus classiques de biochimie pour d'autres maladies, mais c'est cette révolution de la thérapie génique et des thérapies innovantes. Ça doit être aussi une révolution du système de santé. On doit en tirer toutes les conséquences. Et donc, c'est un travail important de conviction qu'il faut faire auprès des autorités, auprès des décideurs. Et si j'en reviens à la myotrophie spinale, nous sommes en train de discuter avec le ministère de la Santé et les autorités de santé régionales, déjà pour la mise en place d'un pilote régional de dépistage de la myotrophie spinale dans la région Grand Est et dans la Nouvelle-Aquitaine, de façon à accumuler les éléments de preuve évoqués par Jean-Louis pour convaincre les autorités réglementaires françaises de la pertinence de mettre en place un tel dépistage pour cette maladie, mais qui, encore une fois, ouvre la porte pour d'autres pathologies à venir. Je vous remercie. Et maintenant, on peut échanger sur ces questions. Avez-vous des questions? Jemila? Oui. On vous entend, Jemila, et on vous voit. Vous pouvez poser vos questions. Votre question. Oui. Donc, d'abord, merci pour toutes ces explications. Et bravo à vous deux. Et enfin, à vous trois. Voilà, moi, je voudrais savoir ce qu'il en était pour les maladies métaboliques. Je sais que ça a été évoqué, mais plus précisément pour les myopathies mitochondriales de type sévère, étant donné que je suis atteinte, j'ai une atteinte motrice sévère, je suis atteinte au niveau de tous les organes, une atteinte multisensorielle. Ce matin, ce matin, je suis bien. Et cet après-midi, je peux être à mort. Enfin, voilà, je peux pas décider. C'est vrai, monsieur, je sais plus.
c'est le monsieur qui apparaît avant monsieur Côté. Jean-Louis Mandel. Jean-Louis, c'est Jean-Louis. Pardon, excusez-moi. C'est vrai que l'apport en sucre est très très important. C'est vrai que j'ai des troubles glycémiques, hypoglycémiques. Et d'ailleurs, j'ai pour cela. Est-ce que tu peux le dire? Du glucagène. Alors peut-être Voilà. que Jean-Louis peut répondre sur le plan scientifique et moi j'aurai un élément de réponse sur plus globalement sur les maladies mitochondriales. Voilà. Alors en fait, effectivement, moi je ne suis pas spécialiste des maladies mitochondriales. Il y en a beaucoup. Il faudrait avoir Agnès Rettig, par exemple, ici. Donc, si vous voulez, il y a deux choses. D'une part, c'est pour la maladie que vous avez, est-ce qu'il y a un traitement et comment le mettre en place une fois qu'effectivement il y a déjà des symptômes. Mais là, ce dont on a, donc ça c'est évidemment très important pour les personnes comme vous qui ont déjà des problèmes médicaux sévères. Mais nous, on parle de, est-ce que certaines des maladies mitochondriales, certainement pas toutes, peuvent bénéficier d'un dépistage néonatal qui permettrait la mise en place d'un traitement qui éviterait le développement de ces problèmes, comme on l'a vu pour la myotrophie spinale. Mais je ne peux pas répondre, si vous voulez, sur votre maladie. Mais c'est pour chaque maladie, on doit se poser la question, de trouver un traitement quand il y a déjà des symptômes. 2, est-ce qu'il y a des traitements préventifs qui peuvent empêcher la survenue de ces symptômes? Et à ce moment-là, ça nécessite effectivement un dépistage néonatal. Je m'excuse de ne pas aller plus loin parce que je ne suis pas vraiment spécialiste de vos maladies. Vous n'avez pas à l'être, c'est tout à fait clair. Je me permettais juste d'avoir posé la question parce que j'ai été dans une errance de diagnostic depuis, je suis née en 88 et j'ai eu mon diagnostic en 2014, pardon. Voilà, et j'ai dû arrêter mon activité professionnelle puisque… Jamila, j'ai un autre élément de réponse sur la question que vous avez posée. Nous travaillons de façon, quand je dis nous, je parle de l'association de l'AFM Téléthon. Pour tous ces programmes, ces problématiques, tant de diagnostic que de dépistage néonatal, nous travaillons de façon très étroite avec les cliniciens français qui, pour les maladies neuromusculaires et les maladies mitochondriales, sont rassemblés dans un réseau qu'on appelle une filière de santé. La mise en place d'un projet régional de dépistage néonatal de la myotrophie spinale, c'est dans ce contexte-là que nous le construisons. Et nous avons un autre volet de travail qui est d'identifier l'ensemble des pathologies pour lesquelles un dépistage néonatal serait techniquement possible et réglementairement faisable parce que répondant aux critères d'ouverture d'un dépistage néonatal. Et donc, on va passer donc au crible l'ensemble des maladies neuromusculaires et l'ensemble des maladies mitochondriales pour identifier celles qui pourraient faire l'objet dans l'avenir d'une telle approche. D'accord. Merci Jean-Louis et merci Christian. Je n'arrive pas à lire vos noms de famille. Merci à vous. Voilà, pas de problème. Merci beaucoup, Jamila. Merci à vous. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Est-ce que vous avez d'autres questions, messieurs, dames? Il faut peut-être insister sur un point qui était présent dans l'exposé de Jean-Louis, c'est la mise en place du dépistage néonatal d'une maladie, ça ne coûte pas très cher. Jean-Louis a évoqué que pour l'ensemble des 5 pathologies qui sont aujourd'hui dépistées
par des outils biochimiques, ça coûte environ 10, 11, c'est 11 € par bébé, c'est le chiffre statistique qu'il ressort. Alors évidemment, 11 € par bébé multiplié par 800 000 naissances, ça fait 8 millions. Mais qu'est-ce que c'est 8 millions par rapport à la fois aux souffrances qui sont évoquées, qui sont évitées, et aux dépenses que représente la prise en charge de ces maladies graves, lourdes, dans le système de santé français. Donc, il n'y a aucun doute que le rapport, si on parle en termes extrêmement, je dirais, objectifs, un peu froid, de rapport bénéfice-coût, il n'y a aucun doute que la société a tout intérêt à faire cet effort d'élargir autant que faire se peut le dépistage néonatal, parce qu'au plan économique, en termes de budget de santé publique, c'est évidemment très bénéfique, puisqu'on évite non seulement des souffrances, ce qui est déjà très important, mais on évite des dépenses de santé majeures. Christian, il y a plusieurs questions. Christian et Jean-Louis. Cécile nous dit, au final, qu'est-ce qui bloque au niveau des instances pour la mise en place de ce dépistage néonatal? Et Régine, elle aussi pose une question qui est en lien. Qu'est-ce que nous pourrions faire pour faire pression sur les autorités compétentes? Alors, le problème, alors sur la myotrophie spinale, c'est que, en fait, il n'y a rien qui bloque. C'est que l'on est dans un système, c'est ce qu'évoquait Jean-Louis tout à l'heure, on est dans un système d'évaluation qui est extrêmement lourd. Pour mettre en place un nouveau dépistage néonatal d'une maladie particulière, il faut bien sûr qu'elle rentre dans les critères qui ont été évoqués, des critères de gravité, d'impact sur la santé, le fait que de la dépister précocement, ça permettra d'avoir une attitude de prise en charge ou thérapeutique qui améliorera la santé du bébé, parce que c'est l'intérêt du bébé qui est pris en question. Mais il faut démontrer la faisabilité, c'est la raison pour laquelle on veut mettre en place ce pilote régional sur les 2 régions que j'ai évoquées. Il faut démontrer c'est quand même assez lourd. Il faut mobiliser toutes les maternités de France. Il faut organiser le circuit de l'échantillon. Il faut mettre en place le circuit de correspondance entre l'hôpital, les centres régionaux de dépistage néonataux et les laboratoires génétiques de référence lorsqu'on est en phase de confirmation du diagnostic et le retour à l'hôpital et aux parents. Bon, le regret que l'on peut avoir, c'est que alors qu'il y a des expériences dans d'autres pays qui sont plus avancées que chez nous, on ne puisse pas s'appuyer sur le bilan, par exemple, de ce qui est fait en Allemagne, de ce qui est fait en Belgique, qui a démontré la faisabilité technique et l'intérêt en termes de santé publique de ce dépistage, pour dire, bon, il n'y a pas besoin de passer par l'étape de pilote régional, allons-y d'emblée. Mais non, c'est ceci qui est compliqué. Il faut démontrer, ensuite produire un dossier qui va être soumis à la haute autorité de santé, pour que ensuite la haute autorité de santé, comme elle l'a fait pour le déficit en MCAD, recommande au ministère de la Santé d'ouvrir un tel dépistage. Et encore, vous avez vu qu'il a fallu 10 ans pour qu'une recommandation de la haute autorité de santé, dans le cas du déficit en MCAD, devienne opérationnelle en France. Donc, il y a une inertie, il y a une lourdeur administrative, et Jean-Louis avait raison ce matin, tout à l'heure, de dénoncer les choses pour le déficit en MCAD. C'était une catastrophe. Donc il faut, alors bien entendu qu'on va commencer à discuter avec la haute autorité de santé sans attendre les résultats du pilote régional. On essaie d'avancer sur plusieurs fronts en parallèle. Je ne sais pas, Jean-Louis, si tu as un complément de réponse. Oui, non, mais tout à fait d'accord. Le problème, en France, on a beaucoup trop d'instances qui chacune doit répondre. Et puis, il y a quelquefois des intérêts locaux, etc. Pour MCAD, c'est en partie des choses comme ça. Donc, je pense qu'il faut l'intérêt du patient, c'est la première chose. Et puis, se baser sur les expériences étrangères, puisque nous, on est toujours
lent pour des raisons de ces principes de précaution poussés à l'extrême. Je veux dire, la Belgique, qui n'a pas eu de Premier ministre pendant arrive à lancer ça, alors que la France, pour l'amyotrophie spinale, alors que la France n'est pas capable. Mais on va finir par y arriver, mais il faut se battre. Ouais, alors, au-delà de la démarche réglementaire qui consiste à mettre en place une expérimentation, parce que ça relève d'une expérimentation, pour ensuite en présenter les résultats auprès de la haute autorité de santé. Bien sûr qu'en parallèle, à toute occasion, on discute et on a une action de conviction, pour ne pas dire de lobbying, auprès des autorités de santé. Nous allons encore rencontrer un conseiller du cabinet d'Olivier Véran, hein, notre ministre de la Santé, dans une quinzaine de jours, pour lui parler de l'intérêt en termes de santé publique qu'il y a d'accélérer les procédures pour la mise en place d'un tel dépistage. Et puis, il faut élargir. J'ai parlé de 40 thérapies géniques. Prenons le cas de la myopathie de Duchenne. Donc aujourd'hui, les autorités sont difficiles à convaincre parce qu'il n'y a pas de thérapeutique de la myopathie de Duchenne suffisamment convaincante pour qu'elle rentre dans les critères de mise en place d'un dépistage néonatal. Mais il y a aujourd'hui plusieurs équipes en France et à l'étranger, dont le laboratoire Généton, qui développe un projet de thérapie génique de la myopathie de Duchenne. Si on attend que ce traitement, qui est aujourd'hui un traitement expérimental, ait fait tout le parcours réglementaire pour être autorisé demain, ça va prendre quelques années. Au moment où le traitement arrivera, la maladie ne sera pas dépistée à la naissance. Or, les bébés, les garçons atteints de myopathie de Duchenne, ils sont diagnostiqués au plus tôt vers 2 ans. Donc, ils sont diagnostiqués quand la maladie est déjà présente. Donc, on a intérêt à commencer aujourd'hui à travailler sur le dépistage néonatal de la myopathie de Duchenne pour être prêt, pour être au rendez-vous demain de la thérapeutique. Tout à fait d'accord. Ça, c'est je dirais, c'est la recherche qui prépare l'action. Et il est nécessaire que cette recherche puisse être autorisée par, évidemment, les comités d'éthique, c'est-à-dire qu'au lieu de dire « Ah oui, mais à quoi ?» qu'on autorise cette recherche pour pouvoir être prêt le moment venu, parce qu'effectivement, les tests génétiques, selon les maladies, ça va poser des problèmes d'interprétation, etc., de coûts. Donc, il faut faire de la recherche pour rendre l'interprétation la plus efficace et rapide possible et pour diminuer les coûts des tests. Donc, c'est très important. Pour la myotrophie spinale, c'est pas cher, mais c'est un cas un peu particulier. Donc, si on veut, il faut faire de la recherche pour pouvoir mettre ça en place le moment venu. Alors, j'ai envie de dire qu'il y a quand même, la conscience de ça progresse un peu partout, y compris au niveau des institutions, puisque la problématique du dépistage néonatal des maladies rares, elle est présente dans le plan maladies rares numéro 3, elle est présente dans le plan stratégique de la filière de santé Philnemus, et encore une fois, Jamila, qui intègre aussi les maladies mitochondriales. Voilà, donc et quand on discute avec les experts, ils sont tous convaincus. Donc, il faut passer de la conviction des experts à la conviction des autorités réglementaires. Et préparer le système de santé pour ça. C'est-à-dire qu'il ne suffit pas de dire, parce que vous imaginez que 800 000 naissances, j'avais fait le calcul, ça veut dire que, faites le calcul, il y a 220 jours ouvrés dans une année, faites le calcul, ce que ça veut dire de combien de tests génétiques il faudra faire au fil de l'eau pour faire face à cet afflux d'échantillons. Jusqu'à présent, ça ne s'est jamais produit. Il n'y a aucun laboratoire de génétique moléculaire qui est en capacité d'avaler ces 800 000
échantillons qui vont arriver par an. J'avais fait le calcul, ça veut dire qu'il faut faire près d'une dizaine de tests génétiques par minute. Donc, il y a aussi une dimension d'industrialisation du système. D'où le projet qui consiste à articuler l'activité des laboratoires régionaux de génétique moléculaire avec un laboratoire de référence. Sinon, on n'y arrivera pas. Christian, il y avait une dernière... Aussi. Il y avait une dernière question qui était... pardon, je vous coupe la parole juste parce que là, on a encore 5 minutes. D'accord, mais je laisse l'autre question. Alors. Non, mais vous pouvez y aller, mais juste... je pense qu'il faut se poser des problèmes d'organisation et de centralisation. Je voudrais donner comme exemple l'Ontario, 15 millions d'habitants, qui fait 30 tests sur des maladies. Il y a un seul laboratoire pour 15 millions d'habitants. Et ça permet effectivement d'avoir une échelle industrielle qu'on n'atteint pas en France. Donc, il va falloir aussi se poser la question de passer à l'échelle industrielle, ça veut dire à un plus petit nombre de laboratoires. La question, c'était qu'est-ce que vous attendez de ce 34e Téléthon? Ce qu'on attend de ce 4e Téléthon, c'est qu'il continue de nous apporter les moyens nécessaires pour pouvoir continuer nos actions, tant dans le domaine de la recherche et du développement des thérapeutiques, mais avec tout ce qu'il y a autour, comme ce qu'on est en train d'évoquer là. Et puis, en parallèle, l'aide aux malades. Hein. Donc, il est certain que ce 34e Téléthon va être dans une ambiance un petit peu particulière, qui n'est pas très favorable, mais on y croit. Les organisateurs de manifestations sont au charbon. Il faut absolument ne pas baisser les bras et arriver à contourner par toutes les mesures possibles pour nous adapter au contexte de la Covid-19. Bien, on pourra peut-être pas faire des activités telles qu'elles étaient faites dans les... Il faut quand même avoir en tête que ce qui se passe, les animations de terrain du Téléthon, c'est 40% de la collecte. Hein. Les animations de terrain, l'année passée, pour le Téléthon 2019, c'était 36 millions d'euros sur le terrain. Donc, il y a une quarantaine de millions d'euros qui vont dépendre de notre capacité à imaginer des animations du Téléthon de terrain qui seront compatibles avec des mesures de prévention vis-à-vis de la Covid-19. Donc, c'est très important. Et puis, en parallèle de ça, l'émission se construit avec France Télévisions, avec les familles témoins, comme à l'accoutumée. Mais oui, il ne faut pas baisser les bras. Hein. C'est le slogan, un des slogans de ce Téléthon, c'est ensemble trop fort. Hein. Donc il y a les besoins restent immenses. Parce que là, on a parlé de quelques pathologies par rapport aux milliers de maladies rares, les besoins restent immenses. Les résultats sont là. Je pense que nous avons démontré, et quand je dis nous, c'est un collectif, c'est les médecins, c'est les chercheurs, c'est les militants associatifs comme nous sommes rassemblés aujourd'hui. Nous avons démontré qu'il était possible de vaincre ces maladies rares, en commençant par quelques-unes. Il y en a encore des milliers. On peut dire qu'il ne faudrait pas couper les ailes à la fusée au moment où elle a décollé. Donc, on y croit, on serre les coudes, on fait preuve de créativité et chacun doit pouvoir faire quelque chose pour contribuer à cette collecte du Téléthon. Donc, je ne sais pas, oui, vous me renvoyez, ça y est. Jean-Louis voulait prendre la parole, c'est ça? Oui, je voulais juste, par rapport à la question précédente, mettre ma casquette de président de la Fondation Maladies Rares, parce qu'effectivement, je dirais, l'AFM Téléthon concentre des moyens très importants sur des maladies où on sait qu'il y a déjà des pistes sérieuses pour développer des traitements, et c'est des programmes qui coûtent très cher
pour quelques maladies, mais l'AFM apporte aussi le concours financier majeur pour la Fondation Maladies Rares, qui, elle, fait un travail de débroussaillage en amont sur un grand nombre de maladies pour essayer de voir est-ce qu'on peut trouver une piste qui ensuite permettra des développements thérapeutiques, est-ce qu'on peut mieux identifier les gènes, mieux comprendre pourquoi quand ils sont anormaux, ils entraînent telle ou telle maladie. Donc je dirais que nous sommes aussi tributaires à la Fondation Maladies Rares de la réussite du Téléthon, parce que, je dirais, c'est la moitié de notre budget qui permet d'aider des centaines de laboratoires en France pour des études de débroussaillage, des études initiales sur un grand nombre de maladies. Bon, ben me revoilà. Je voulais vous remercier tous les deux, Jean-Louis et Christian, pour cette présentation qui était passionnante. Je pense qu'elle a été quand même assez bien suivie par les gens qui étaient avec nous. Et on a eu quand même des questions. Donc là, c'était le dernier apéro labo. Si vous avez besoin d'autres informations pour les gens qui participent, vous pouvez revoir, pardon, je sais que vous pouvez revoir donc toutes ces présentations qui ont lieu toute cette semaine sur nos réseaux sociaux. Je voulais vous remercier, vous, les participants à cet apéro labo, vous qui êtes donateurs, qui êtes bénévoles, qui êtes malades, qui êtes concernés. Eh bien, je voulais vous dire merci au nom de tout le monde, au nom de notre association évidemment, mais au nom aussi des familles et des malades qu'elle représente. N'oubliez pas, si vous avez envie de nous rejoindre cette année, vous savez que le contexte sanitaire fait que c'est une année encore plus particulière que que les années précédentes. Alors, j'ai l'impression que chaque année, il y a des choses de plus en plus particulières, enfin des années de plus en plus particulières. Sachez que malgré le contexte, le Téléthon aura bien lieu. On vous attend tous, vous bénévoles, donateurs, familles, participants. Pour les bénévoles, sachez que vraiment, essayez de privilégier, alors c'est qu'un conseil, hein, mais essayez de privilégier tout ce qui est en drive, parce que je sais que ce sont des animations. Les Français, on est tous très gourmands. Et je sais qu'on pensera toujours à aller chercher quelque chose à manger qui a été produit pour le Téléthon. Et en plus, on fera un geste solidaire. Voilà. Pour participer au Téléthon, pour soutenir, pour faire un don, vous pouvez aller sur téléthon2020.fr. Voilà. Moi, je voulais vous remercier. Je voulais vous remercier d'avoir participé à cet apéro labo, voilà, en ligne, parce que cette année, comme je vous le disais, c'est une année un peu exceptionnelle, encore une fois. Je vous dis au revoir. Voilà, bien, au revoir à merci tous. Merci. Au revoir, Oui, merci. au revoir. Au revoir, Au Jamila. revoir à tous. Au revoir. Bon week-end. Bon week-end, Bon et merci week-end. d'avoir Bon week-end à participé. tous. Bon week-end à tous. À bientôt, au revoir. Sortez masqués. Eh oui, sortez masqués. D'accord. Mais sortez quand même Oui, pour préparer le Téléthon. Oui. au Allez, revoir. bon week-end.